Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinar de 2026 de SEMJ. Et donc, j'ai la chance pour ce premier webinar d'avoir Julie et Julien à mes côtés. Bonjour Julie, bonjour Julien. Salut Nico, bonjour à tous, ravi d'être ici. Bonjour, ravi également. Donc, on n'a pas fait exprès de prendre une Julie et un Julien. C'est une coïncidence. Et le but du coup de ce webinaire, c'est de vous apporter un maximum de réponses avec des regards croisés d'experts différents sur les questions principales que vous nous avez posées sur ces derniers mois. Et donc, on va parler de géo, de SEO et d'intelligence artificielle avec un objectif, c'est de vous aider pour bien lancer votre stratégie sur 2026 et que vous puissiez exécuter les stratégies de la manière la plus sereine possible. Et donc, comme je disais, regard croisé d'experts pour répondre à ces questions. Parfois, vous aurez des regards complémentaires, parfois des avis divergents. Et c'est justement ce qui fait la richesse de ce format. Avant de commencer, Julie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, ce que tu fais ? Oui, alors c'est vrai que l'année dernière, on s'en était un petit peu parlé. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le content. Je vais commencer dans les médias. J'étais à Libération pendant très longtemps, chez Vogue et voilà, et chez Nova aussi. Et puis, j'ai eu une vie après chez l'annonceur, puisque j'ai été directrice des contenus et du digital de Royal Canin et de Coty. Et j'ai lancé The House of Content depuis 3 ans avec une expertise qui se veut indépendante et qui regroupe en fait le contenu de façon 360, dont notre problématique principale aujourd'hui qui est tout ce qui est autour du GEO. Voilà, donc ravie d'être avec vous. Super, donc une grande expérience en content. Et de ton côté, Julien, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors moi je suis tombé dans la marmite du web quand j'étais petit. J'ai commencé à faire des sites web à la fin de mes années collège, on va dire. Et je suis assez vite, à la fin de mes études, devenu consultant en SEO. D'abord dans différentes agences, notamment sur Paris. Ensuite, je suis passé freelance en 2017. J'ai eu un petit passage chez l'annonceur jusqu'à il y a quelques jours maintenant, avec un poste à l'international dans une entreprise qui s'appelle Turo, qui n'est pas très connue en France, mais qui est le leader mondial de la location de voitures entre particuliers. Et puis, me voilà de retour actuellement en freelance à temps plein. Donc toujours avec une clientèle grand compte, des sites volumineux, on va dire, que ce soit en termes de nombre de pages ou de trafic. Super, merci à toi, Julien. Et donc, pour présenter rapidement SEMJ, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est éditeur de logiciels, on propose une solution IA pour vous aider à aller chercher plus de visibilité grâce au levier du contenu sur votre site web. Et donc, grâce à SEMJ et toutes ces fonctionnalités, l'idée, c'est de vous aider à produire des contenus de meilleure qualité et en plus grande quantité pour vous positionner en SEO et en GEO. Et donc, on a la chance d'avoir 500 grandes marques qui utilisent SEMJ au quotidien. Donc, passons maintenant justement aux questions importantes à se poser sur 2026. On a fait le travail avec Julie, Julien, de choisir des questions. Il y en avait vraiment beaucoup. Et on les a regroupées en 3 grandes catégories: stratégie, exécution et mesure. Et on va commencer déjà par la partie stratégie et par une question qui est extrêmement, large, qui est à l'ère de l'IA générative et à l'ère du géo. Et on ne va pas se mentir, sur 2025, ça a beaucoup accéléré. Quels sont les enjeux, justement, pour les marques en 2026 ? Julie, toi, quel est ton avis à ce niveau ? Alors, les enjeux, il y en a beaucoup cette année, en tout cas par rapport à tous les clients que je vois. Il y a effectivement quand même une peur aujourd'hui qui est effectivement d'être invisible en 2026, de ne pas savoir comment faire. Donc, il y a une vraie question, en tout cas une vraie question sur les enjeux de diversification
des leviers. Donc, on va en parler aujourd'hui, mais que ce soit aussi bien sur le référencement payant, naturel et les autres leviers, puisque c'est ça aussi qu'on va traverser pendant le webinaire, c'est-à-dire des leviers comme les RP, comme voilà, d'autres choses qui reviennent un petit peu, qu'on pensait oublier, mais qui ont leur importance cette année. Les autres enjeux, ça va être effectivement l'enjeu de renforcer le awareness, qui est au cœur de l'expertise et de la notoriété, qui vont être aussi deux étoiles, entre guillemets, à suivre pour ressortir un petit peu aussi des algorithmes, en tout cas se recentrer sur l'expertise qu'on peut avoir et sur le message clé qu'on veut faire ressortir. Et puis, de toute façon, il y a aussi d'autres enjeux qui vont être, comme depuis très longtemps, le ROI. Alors ça, c'est pas nouveau, mais en tout cas, ça se creuse cette année. Et puis, une question humaine et d'organisation aussi, puisqu'il y a un enjeu justement de résoudre un petit peu ce décalage organisationnel entre les gens très experts et les gens peut-être aussi moins experts, et savoir comment réorganiser son entreprise face à ces enjeux de géo, mais de transformation, on va dire plutôt de référencement aujourd'hui. Voilà. Super. Et toi, de ton côté, Julien? Oui, alors pour compléter, moi je serais un petit peu peut-être plus véhément. Je pense qu'en 2025, on pouvait se permettre de regarder un peu ce qui se passe autour du JO et de l'IA. 2026, c'est fini. Il ne faut pas louper le train en marche et il faut vraiment s'y mettre. Il y a beaucoup de choses à faire. On va évoquer pas mal de sujets par la suite de ce webinaire. Mais vraiment, on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'attendre et de voir ce qui va se passer. Mon deuxième point, c'est de ne pas oublier le search classique et en particulier le SEO. Tout ça, ça reste beaucoup de la recherche d'informations au sens littéral du texte. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de techniques qui vont être bénéfiques au SEO comme au GEO et inversement. Donc, travailler les deux de concert, je crois qu'on reviendra sur quelques détails encore là-dessus. Et mon dernier point, il va être d'élargir un petit peu le spectre. L'IA, c'est pas simplement de la recherche d'informations, c'est pas simplement aller chercher le meilleur téléphone avec ChatGPT, etc. C'est aussi plein d'autres usages qui peuvent nous faire gagner en productivité déjà au quotidien, que ce soit de l'automatisation, le fait d'aller pousser des analyses, etc. Et puis, c'est également peut-être des opportunités de fournir de nouvelles fonctionnalités à nos utilisateurs. On voit beaucoup de choses se développer, que ce soit les applications dans ChatGPT, dans Gemini, mais également tout ce qui va nous pousser à faire de l'e-commerce en direct sur ces plateformes-là. Donc voilà, il faut là aussi regarder ce qui se passe et ne pas louper le train en marche. Excellent point. Et donc, au risque de paraphraser mes confrères, de mon côté, je pense que sur ces derniers mois, on a observé à travers nos clients, nombreux sont les clients qui ont mis en place du monitoring géo. Et c'est très bien. L'enjeu 2026, c'est comment on passe à l'action pour mener des actions qui vont apporter plus de visibilité en géo, puisque dans 12 mois, si on fait le bilan et que vous avez monitoré pendant 12 mois une courbe flat, eh bien, ce sera un problème. Donc, passer à l'action, en effet, comme dit Julien, paraît essentiel. Tout comme l'enjeu, c'est de mener des actions SEO plus géo unifiées. Je donne un exemple très concret. On ne va pas s'amuser, a priori, à faire 100 nouveaux contenus pour le SEO d'un côté et 100 contenus pour les géos de l'autre. Ce n'est pas le sujet. On fait des contenus pour qu'ils performent sur les différentes plateformes, Google, ChatGPT, etc. et qui performent également pour l'utilisateur final qui est l'internaute, ne l'oublions pas. Et donc, le fait de mener des actions unifiées SEO plus géo paraît vraiment essentiel en 2026. Et dernier point, qui dit IA générative dit également changement organisationnel, comme tu disais, Julie. Et donc, avec l'IA, comment faire pour produire des contenus de meilleure qualité que sans IA et en plus grande quantité. Et les deux sujets sont essentiels.
bien entendu, d'éviter le côté industrialisé des contenus de mauvaise qualité, c'est à proscrire, donc de mettre la qualité au centre de sa production avec l'IA. Justement, super transition. Pour toi, Julie, est-ce que tu sais nous expliquer comment l'IA peut faciliter justement la production de contenu à l'échelle d'une stratégie d'une organisation de boîte? Alors, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, mais en fait, l'IA, ce n'est pas une surprise, est sur l'ensemble de toute la content supply chain. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vraie question et voilà, la vraie rapidité, c'est de trouver plutôt ce qu'on va chercher à optimiser en fait sur le workflow. Ce qu'on voit souvent, les 4 indicateurs en fait qui sont aujourd'hui à surveiller quand on parle d'IA et de content workflow, ce sont des KPI comme le cost saving, donc l'économie de coût qu'on peut en avoir, le temps. La reuse aussi, ça c'est très important. Ça veut dire avoir aujourd'hui peut-être pas que du contenu nouveau, mais savoir un petit peu optimiser l'inventaire des contenus qu'on peut avoir produits. Et donc ça, c'est en tout cas un vrai objectif sur pas mal de content factories, c'est-à-dire moins produire, mais plus réutiliser. Et puis, en tout cas, quand on arrive aussi à de la génération, pour le coup, de nouveaux contenus, l'idée va être de se dire, une fois que je décide de créer des nouveaux contenus, quel est l'average generation par asset? Ça veut dire le nombre d'assets moyens que je vais pouvoir générer par nouveau contenu. Et ça, effectivement, c'est tout cet enjeu de mon troisième point qui est le master content piece, c'est-à-dire ne plus produire asset par asset en changeant à la marge, mais avoir une vraie démarche en avant, en amont et pendant la production, c'est-à-dire réfléchir à un contenu extrêmement storytellé de façon à pouvoir ensuite le décliner, que ce soit pour des pages produits, pour des blogs, pour des newsletters. Et ça demande du coup une petite transformation aussi dans la préparation de la production. Et puis enfin, voilà, la personnalisation, puisqu'on était un peu sur cette question aussi qui était la place de la personnalisation dans l'optimisation des workflows. Donc, je te laisse peut-être, à moins que j'ai la main dessus. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, C'est bon. c'est l'exemple en tout cas de 3 sociétés qui ont déjà intégré l'IA depuis un moment et qui ont vu des résultats probants. Sanofi, qui mettait environ un mois par exemple, sur un contenu, ce qu'on appelle end-to-end, c'est-à-dire de la conception à la publication, se voit aujourd'hui sur un rythme de 2 à 3 jours, donc presque des temps moyens de médias. On n'y est pas encore, mais presque. Diageo, qui est par exemple aussi un acteur sur l'alcool, s'est fait accompagner d'une société qui leur propose aujourd'hui un temps réduit de 45% sur la production et de 40% en cost saving. Donc tout ça, c'est des indicateurs qui montrent que l'IA est plus que en test aujourd'hui, c'est clairement en applicatif. Donc la seule chose peut-être à voir un peu, c'est qu'on s'attendait beaucoup à voir l'IA s'introduire sur la personnalisation des contenus. On s'aperçoit dans le sondage du Content Marketing Institute que la personnalisation, en fait, n'arrive qu'en 9e place de l'utilisation. C'est-à-dire que globalement, on a encore de l'utilisation de l'IA plutôt sur la content création, sur la creative asset. Donc, tout ça montre que finalement, on n'est pas encore, peut-être que l'année prochaine, si tu me réinvites, Nicolas, on sera peut-être sur une place de la personnalisation plus forte. Et les 5 assets qu'on peut avoir en tête, les plus personnalisés grâce à l'IA aujourd'hui, ce sont, sans grande surprise, l'email marketing, les SMS et les notifications push. Donc ça, on s'attendait effectivement à cette accélération. Et puis, le troisième point, qui est les blocs de recommandations aussi sur les sites, qui sont poussés normalement par des CMS ou autre chose. Et là, on voit que finalement, ce n'est pas le cas et que l'IA a beaucoup aidé à trier les contenus et à optimiser les recommandations, donc tout ce qui est maillage. Voilà. Donc le reste, je laisse lire ça dans le replay. Mais en tout cas, on sent en tout cas que l'IA n'est pas forcément du coup que en création, mais pourra aider notre sujet du
SEO et géo, plutôt en voyage, et ça, c'est une excellente chose. Et c'est intéressant de voir 89% utilisent l'IA pour la création de contenu. Ouais. Donc aujourd'hui, hein, on voit quand même il y a une grosse bascule entre maintenant et il y a 3 ans, très clairement. Et on voyait d'ailleurs optimisation SEO en 3e position. Excellent point. Et peut-être que l'année prochaine, il y aura optimisation géo dans le top 3. Ok, super. Donc bon, l'IA très important dans des processus de création et à chaque étape. C'est ce qu'on peut en retenir. Et donc ensuite, on a une question sur, donc ça revient souvent, je pense d'ailleurs c'est probablement la question que j'ai eu le plus sur ces derniers mois, c'est le géo, c'est très important. Du coup, comment on fait? Est-ce qu'on alloue toutes les ressources initiales et le budget SEO et on met tout sur le géo? J'ai souvent cette question. Donc, on va faire simple. La réponse est non, très clairement. Ouais. Pourquoi? Parce que le SEO, c'est votre première étape pour performer en géo. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a 2 étapes. Il y a une étape qui est pour performer en géo, je performe déjà en SEO. Et après, je mène en 2e étape des actions spécifiques géo. Pourquoi? Parce que typiquement, là, on le voit, dans SEMJ, on a analysé 100 000 URL et globalement, les URL qui performent déjà en SEO, donc qui captent déjà des clics Search Console, eh bien, elles performent 11 fois plus en moyenne en termes de visibilité dans ChatGPT. Et au final, quand on décortique la technologie qui est derrière, par exemple, un ChatGPT, qui va lancer une recherche web, sélectionner des URL pour construire sa réponse, eh bien, le fait de lancer une recherche web et trouver des URL, bah voilà, c'est du SEO, tout simplement. Puisque si vous voulez performer en termes de visibilité, avec une recherche web dans ChatGPT, faut-il encore que ChatGPT trouve des URL de votre site web ou des URL qui parlent de votre marque. Et après, je vous parlais de 2e étape. La 2e étape, c'est quoi? C'est je performe déjà en SEO, bravo, mais maintenant je vais mener des actions spécifiques sur le pilier de la technique, le pilier du content, le pilier de la popularité. Je vous montre 2 exemples concrets. Ici, c'est un client qu'on accompagne sur le géo à travers nos professionnels services, en plus de la partie logicielle. Et donc, on le voit dans ce graphique. C'est un graphique qui montre dans le temps les statuts de réponse quand le bot ChatGPT passe, quand un des bots de ChatGPT passe. Et globalement, quand c'est orange, c'est-à-dire que le bot se prend une erreur, globalement. Et donc, on a mis en place des correctifs techniques. Et donc, on est passé de 80% d'erreurs pour les bots ChatGPT à, en gros, 80%, 90% de succès. Et ça, c'est typiquement un exemple où ça se trouve en SEO performait très bien, c'est-à-dire que via l'analyse de log, le Googlebot passe très bien et il n'y a que du succès. Mais potentiellement, si vous faites l'analyse de log pour l'IA spécifiquement, vous aurez peut-être des erreurs. Donc, c'est là où ça montre qu'on est sur des angles d'action très comparables entre les SEO et le géo, mais ça demande une action spécifique géo. 2e exemple, là, on va partir sur le pilier du contenu, l'optimisation sémantique des contenus. Alors, je sais que là, dans le webinaire, il y a de nombreux clients qui utilisent SEMJ. Donc, ça va leur parler puisque dans SEMJ, vous avez les recommandations SEO pour Google et vous avez également les recommandations sémantiques pour ChatGPT et pour Google AI Overview. Et donc là, on le voit typiquement quand 90% des recommandations sémantiques pour ChatGPT sont validées, eh bien, on a 4 fois plus de visibilité en termes de citation dans ChatGPT. Donc là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'optimiser son contenu et ses contenus pour ChatGPT, eh bien, ça demande une optimisation sémantique spécifique. C'est ça le point à retenir. Donc, je résume. On continue à investir en SEO, c'est la première étape, c'est la base, et après on mène des actions spécifiques géo. Ensuite, on va avoir une question sur des phénomènes autour des impressions, des clics. 2025, c'est peut-être un peu l'année qui bouge sur ce sujet-là. Donc, Julien, est-ce que tu saurais nous expliquer l'augmentation des impressions ou en tout cas des fluctuations des impressions sur Google? Oui, alors c'est un phénomène que nos amis anglophones appellent le grid decoupling. En gros, c'est cette décorrélation, on va dire,
sur, on va dire, l'ensemble de l'année 2025 entre les clics et les impressions qu'on peut observer dans Google Search Console. Pour moi, ça vient de plusieurs phénomènes. Le premier, c'est ces changements d'habitude des utilisateurs. Aujourd'hui, on a tendance à allonger nos parcours de conversion ou de recherche d'informations sur internet, à utiliser plusieurs outils aussi souvent, et à aller un peu plus dans les détails par rapport à ce qu'on pouvait faire auparavant, y compris en s'appuyant sur, des recherches plus approfondies, le fait d'aller chercher des témoignages, de clients ou de tiers de confiance. Et donc déjà, on va forcément avoir tendance à multiplier nos recherches sur Google, par exemple. Le deuxième aspect, c'est également un aspect un peu plus technique. On a beaucoup d'outils de différentes manières, y compris des outils de monitoring, SEO, on va dire, qui font plein de requêtes, un peu virtuelles, on va dire, sur Google, ce qui a tendance à énormément augmenter les volumes de trafic, d'autant plus ces derniers temps parce que, Google a mis en place plein de protections pour éviter, ce scrapping. Hem Pour contourner ces règles de protection, on essaie de se faire passer pour des vrais internautes. Et donc qui dit vrai internaute dit une impression déclenchée dans Google Search Console. On est arrivé au stade où, si vous avez suivi un peu l'actualité, en décembre de l'année dernière, Google a commencé à attaquer en justice un fournisseur qui s'appelle SERP API. Il se trouve que SERP API, c'est le fournisseur officiel de OpenAI quand il s'agit d'aller chercher de la donnée sur Google. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est mon dernier point également. D'après Google, justement, SERP API a augmenté de 25 000% son volume de requêtes sur Google en 2 ans à peine. C'est énorme. Évidemment, ce n'est pas les seuls à avoir augmenté, mais ça illustre bien aussi le fait que, avec cette montée en puissance de l'IA, on a besoin de plus en plus de data pour affiner nos réponses, nos contenus, etc. Et puis, pour moi, un point qui est très, très important au-delà des impressions, c'est ce qu'on va voir sur la slide suivante avec l'impact sur le taux de clic. C'est un phénomène que j'ai eu la chance ou la malchance, on va dire, de suivre de première main, notamment aux États-Unis ici, sur un site qui, a à peu près 1 an d'écart à position et à visibilité équivalente, a vu ses taux de clic divisés à peu près par 2 en première page de Google. Donc, même en restant en première position, on voit qu'on fait à peu près 5%, enfin 5 points de taux de clic en moins par rapport à l'année précédente. Et en fait, quand on fait la somme de notre taux de clic, on va dire, en première page, on a 50% de clics en moins. C'est assez phénoménal. Donc, attendons-nous avec l'arrivée probablement prochaine de AI Overview en France à des impacts assez forts, notamment sur tout ce qui va être informationnel, par exemple. Oui, donc le clic se fait de plus en plus rare et c'est intéressant d'ailleurs, je trouve, dans ce que tu dis, c'est les chatbots IA comme ChatGPT lancent plein de recherches sur le web pour construire leurs réponses et ça peut impacter énormément le volume d'impression vers la hausse. C'est un point que je trouve extrêmement intéressant à avoir en tête. Ensuite, on a une question sur un des gros enjeux autour de la visibilité en géo, qui est comment augmenter le nombre de mentions de sa marque dans les réponses des LLM. Donc, quand on parle de mention de marque, je vous donne un exemple. Je dis à ChatGPT que je vais bientôt déménager sur Lyon et je lui demande une assurance, par exemple, pour mon appart, ma voiture et mon animal de compagnie sur Lyon. Et donc là, ChatGPT va me répondre, par exemple, Massif, Alliance, Maïf. Et donc, quand on parle de mention, c'est notamment ça, comment on fait pour que le LLM pousse ma marque dans la réponse textuelle. Donc, une manière d'aller chercher plus de mentions, c'est notamment d'apparaître en tant que marque dans les sources utilisées par ChatGPT pour construire sa réponse. Donc, quand ChatGPT va lancer sa recherche web,
sélectionner plusieurs URL, prendre en compte une partie du contenu de ces URL, et s'il y a alliance, par exemple, dans chacune de ces URL en termes de contenu, eh bien, alliance va se retrouver dans la réponse de ChatGPT. Et donc, une manière de faire, et là, c'est justement pour rebondir sur ce que tu disais, Julie, c'est un peu le retour, entre guillemets, de la gloire de l'ARP, et notamment de l'IRP, puisque l'enjeu, ça va être d'avoir plusieurs sites web qui parlent de notre marque en tant que, par exemple, Bonne Assurance. Et une manière de faire, du coup, c'est quand vous allez faire du monitoring géo, avec, par exemple, 100 prompts ou plus de prompts stratégiques, un conseil, c'est de bien isoler tous les sites web qui sont très souvent utilisés en tant que source par ChatGPT. Donc là, on a un exemple. En tant qu'assureur, eh bien, bon, je ne vais pas demander à Massif de parler de moi si c'est mon concurrent, très clairement. Par contre, le Lynx, c'est peut-être intéressant de les contacter pour qu'ils parlent de moi, seloger.com, le comparateur assurance.com. Donc, je vais sélectionner comme ça des sites web où je vais mener des actions d'IRP ou de partenariat pour faire parler de ma marque. Et donc, je vais augmenter mathématiquement le nombre de fois où ma marque est mentionnée par ChatGPT. Puisque ce sont des sites. Ouais, on peut aussi peut-être juste parler d'une chose, Nicolas. Là, ça fait le pas avec ton… Non, ta slide d'après, c'est très bien. C'est aussi de multiplier les formats dits propriétaires. Donc, ne pas hésiter à lancer des études, des palmarès, des choses comme ça dans lesquelles, pas forcément votre résultat en premier, mais en tout cas d'avoir des formats, ce qu'on dit associés. Alors, autant en social, les gens comprennent très vite cette notion d'incarner un format, le format brut, le format comme ça. Mais effectivement, lors de Géo, il va falloir aussi créer son format et pas juste apposer son nom à un article, c'est-à-dire vraiment retravailler le contenu de façon à ce qu'il devienne le format respecté et en tout cas reconnu pour l'internaute. Donc, dans ton exemple, ça serait le format des meilleures assurances sur Lyon, par exemple, qui pourrait être un format honné par l'annonceur. Oui, alors justement, du coup, pour compléter, parce que quand on parle de mention, en effet, on a tendance à penser off-site, donc action sur les autres sites web, les sites web différents de sa marque. Et ce qui est moins connu, c'est que la partie on-site, ou la partie owned de votre contenu, donc tout le contenu sur votre site web ou éventuellement sur d'autres plateformes, eh bien, permet derrière, dès lors que les URL de votre site web sont sélectionnées en tant que source, eh bien, cela vous permet derrière de faire en sorte d'afficher votre marque. Donc là, il y a deux exemples. On peut voir Aesio Mutuel, c'est la 12e source sélectionnée par ChatGPT, et bim, ça a été sélectionné par ChatGPT pendant sa phase de recherche. Et donc, de facto, vu que ce contenu a été créé sur le site d'Aesio Mutuel, et bien du coup, Aesio Mutuel apparaît dans le contenu. Et pour donner un tips expert, nous, on a mené pas mal de tests avec les clients sur le sujet. Si vous commencez à faire des paragraphes, par exemple, pourquoi Aesio Mutuel vous apporte une meilleure protection, par exemple, et que là, vous décrivez, par exemple, des propositions de valeur uniques dans votre service, dans votre marque, eh bien, c'est aussi une manière, grâce à l'optimisation sémantique, de pousser derrière le besoin, on va dire, de ChatGPT d'afficher votre marque. Donc, mon message ici, c'est de dire, faites des contenus sur votre site web pour qu'ils soient sélectionnés par ChatGPT en citation. Et ces contenus, derrière, c'est une manière d'avoir la main sur la réponse et de pousser votre marque ensuite en mention. Et bien maintenant, on va passer à la partie exécution. Donc, côté exécution, quelle est la première question? Comment l'IA peut aider à maintenir un brain voice, une voix de marque cohérente? Julie. Eh bien, déjà, dans ta question, il y a déjà une réponse, c'est-à-dire qu'il faut déjà une brand voice, ce qui est quand même peut-être bête, mais qui aujourd'hui est un vrai sujet, en fait, puisque au-delà de laisser cette brand voice souvent dans des documents PowerPoint utilisés par très peu de personnes en interne, là, on va faire sortir réellement la voix et on va devoir, de toute façon, après la décliner. C'est en ça où l'IA va pouvoir aider, c'est-à-dire
récupérer les datas qui définissent le ton de la voix. Et ça, c'est un sujet, donc il y a déjà un sujet de formalisation de la voix de la marque avant l'IA, c'est-à-dire, par exemple, Anne Pinto qui propose une méthode ID Checker, ou bien mettre à jour les editorial guidelines beaucoup plus fortes, donc ce qu'on appelle les editorial 2.0, qui vont justement permettre à la machine déjà de bien comprendre et de bien donner la personnalité, le ton à la fois de la marque et à la fois aussi des différents utilisateurs. Donc, une fois créé, on va définir quelques profils aussi, puisqu'on ne va peut-être pas parler de la même façon non plus à des gens pressés, des gens habitués, des clients ou des gens qui sont en contact avec la marque pour la première fois. Donc là, de l'importance aussi de se dire que dans les updates de l'editorial guidelines, il y a aussi la création de personas qui doit être revue. Voilà. Et puis ensuite, on va raconter ce ton de voix dans une cohérence multicanale avec un arc narratif, c'est-à-dire en fonction de votre parcours client, quelle histoire va être racontée et comment on va déployer l'histoire. Et ensuite, tout simplement, on va gérer en tout cas les variations de cette voix, puisque même quand on est dans l'assurance, on peut aussi avoir une voix de réassurance, justement, en temps de problème, par exemple, d'accident ou autre. Il faut aussi un petit peu voir les vrais cas concrets du contenu. Et dernier conseil, qui est très important, c'est que ce sujet du ton de la voix avec l'IA, même si on est très, très proche et il y a beaucoup d'optimisation, il faut de toute façon mettre des garde-fous humains et éthiques pour pas qu'on rentre soit dans les hallucinations, soit aussi dans les biais. Et ça, c'est très important puisque autant sur d'autres sujets calcul, on est là-dedans, autant la voix, on s'aperçoit sur pas mal d'études qu'il faut quand même rester vigilant. Donc, il faut contrôler et mettre quand même des garde-fous puisqu'on n'est pas encore à 100% de réussite sur cet alignement. Mais donc, toujours garder l'humain dans la boucle pour Toujours. relire, améliorer, bonifier. Voilà. Comme Point dans essentiel. le binaire. Et point très important, on parle de brand equity souvent dans le branding, donc le capital de votre marque. Et à l'ère de l'IA générative, le risque, c'est en effet de perdre son identité de marque en produisant des contenus que tout le monde peut produire avec un chat GPT. Donc, voilà, Brand Voice, extrêmement important pour vous différencier et conserver votre identité de marque. Ensuite, on a une question sur un terme qui revient de plus en plus sur les 12 derniers mois. C'est en géo. C'est quoi le query fan-out ? Donc, le query fan-out, pour donner un exemple, je vais reprendre justement mon exemple où je cherche une assurance parce que je déménage sur Lyon. Et donc, je cherche une assurance pour mon nouvel appartement, ma Clio 2 et mon chat. Et ça, c'est la question que je pose à ChatGPT. Et donc, pour construire sa réponse, ce qu'il faut imaginer en termes de concept, c'est que ChatGPT va découper ce prompt en plusieurs mots-clés. Et des mots-clés qui vont lui permettre ensuite de lancer des recherches sur le web, comme ferait un humain. C'est-à-dire, en tant qu'humain, pour répondre à cette question, je ferai des recherches sur assurance habitation Lyon, assurance auto Clio de Lyon et assurance chat Lyon, par exemple, pour ensuite me faire un avis sur c'est quoi la meilleure assurance qui couvre l'ensemble. Eh bien, le query fan-out, c'est cette fameuse étape où le LLM définit à partir du prompt ces fameuses requêtes. D'accord ? Et donc, il faut savoir qu'en moyenne, ChatGPT va avoir un query fan-out de 3,5 requêtes en moyenne. ChatGPT aujourd'hui a, on va dire, un vilain défaut, notamment en France. Il a tendance à mettre aussi dans son query fan-out, en plus des mots-clés français, des mots-clés en anglais. Qui peuvent apporter d'ailleurs des formes d'hallucination locale. Donc ça, c'est sûrement quelque chose qui va évoluer. Et donc, si vous voulez analyser le query fan-out, vous avez par exemple ici une extension Chrome, Google Chrome, ChatGPT Search and Fan-out Capture, par l'agence Resoneo qu'on vous conseille, qui vous permet du coup d'analyser pour chaque prompt les queries de ChatGPT. On va mettre en commentaire, puisqu'on avait eu beaucoup de demandes. Voilà. Tout à fait. Ce lien. Tout à fait. Et donc, je vous donne aussi une manière d'utiliser ce query fan-out,
puisque pour un prompt, si on suit un même prompt pendant plusieurs jours, le query fan-out, ça reste de l'IA générative, hein, donc il va changer, évoluer à chaque fois, ce ne sera pas forcément les mêmes mots-clés. Et ce qui peut être intéressant, c'est se dire, tiens, sur 30 jours, pour ce prompt, pour cet ensemble de prompts, quels sont les termes qui reviennent le plus souvent dans le query fan-out? Tiens, occasion, voiture, France, etc. Et ça, c'est vu que ce sont des mots-clés qui sont recherchés après, derrière, en tout cas des termes inclus dans les mots-clés, on peut se dire, tiens, ça vaut peut-être le coup de les réutiliser dans l'optimisation sémantique des contenus pour que mes pages, dans la phase de search de ChatGPT, par exemple, ressortent plus souvent, tout simplement. Et ensuite, on va avoir une question sur comment optimiser sa structure de son site web pour les moteurs IA comme ChatGPT, par exemple. Julien. Oui, le premier point déjà pour moi, c'est que il faut vraiment avoir en tête que c'est super important de continuer à avoir un site web bien conçu. On en parlait un petit peu tout à l'heure par rapport à l'augmentation des impressions. On en reparlera également un peu plus tard, mais il y a de plus en plus de monde finalement qui cherche à récupérer de la donnée sur Internet et donc à crawler le web. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une architecture de l'information sur notre site web qui soit bien conçue pour accéder à toutes les infos qui sont importantes pour nous. La petite parenthèse, ou en tout cas le petit bémol par rapport à tout ça, c'est que du coup, tous les robots ne sont pas aussi capables les uns que les autres. Et du coup, on a des comportements qui peuvent être assez différents entre un Googlebot, par exemple, qui a déjà une bonne trentaine d'années maintenant d'expérience sur le crawl du web, et puis des acteurs un peu plus récents comme OpenAI ou d'autres. Là encore, on a une ressource qui nous vient de l'agence Resoneo. Ils ont publié il y a quelques jours maintenant un petit test qu'ils ont fait pour essayer de mesurer les différents comportements des robots. Je vous encourage à aller voir ce lien-là. C'est assez intéressant. On voit qu'il y a vraiment des choses qui ne se passent pas tout à fait de la même manière d'un acteur à l'autre. Et puis surtout, ce qui est intéressant également, c'est de suivre l'évolution de ces capacités-là dans le temps, parce que on a vu des tests similaires il y a déjà quelques mois où les résultats n'étaient pas les mêmes. Donc ça va très vite. Les robots s'améliorent en termes de compétences, mais ils ont encore besoin qu'on les aide beaucoup. Ça veut dire qu'en termes d'optimisation de nos sites, à la fois en termes de structure, à la fois en termes d'optimisation on-page, il faut penser à toutes les bonnes pratiques, server-side rendering, maillage interne, données structurées, etc. Tout ce qui va faciliter la tâche au robot sera bon à prendre et en plus sera bénéfique pour le SEO dans tous les cas. Tous les robots ne se ressemblent pas. C'est ce qu'on peut en retenir. Merci Julien. Et donc du coup, on va passer maintenant à la partie mesure. Julie et Julien, comment mesurer sa visibilité à l'ère du géo? Et ça, c'est un peu la question à $1 million. Je réponds alors. Si c'est $1 million, je prends tout de suite. Alors, déjà, en fait, il y a deux choses à bien savoir. On a compris que de toute façon, l'idée était plutôt d'être cité et reconnu. Donc, effectivement, on va se battre sur deux choses, c'est-à-dire sur le nombre de mentions et le nombre de citations, que tu as très bien expliqué tout à l'heure, Nicolas. Les mentions, attention, hein, effectivement, être aussi dans le bon sens, c'est-à-dire qui peut le pire, entre guillemets, peut le mieux, ou qui peut le mieux, peut le pire. En fait, c'est aussi d'être cité pour les bonnes raisons. Donc, quand on est dans des recherches, entre guillemets, un peu basiques, ça va, mais on peut aussi faire attention à avoir quelque chose de plus polémique. Donc, intervenir sur des mentions, c'est-à-dire ses propres mentions, sur des guides, sur voilà, l'importance en tout cas de bien donner des pratiques qui vous soient attribuées. Donc, ça, c'est très important. Ça revient un peu aussi à des objectifs de brand classiques. C'est l'attribution. Voilà. Et la citation, c'est un peu autre chose. Ça va être aussi
comment vous êtes reconnu de la part de vos pairs, de la part de vos clients, de la part de vos partenaires. Et ça, c'est donc deux choses. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler en interne la meilleure façon de trouver des contenus qui vous soient bien reconnus. Donc, je donnais l'exemple aussi de la mousse au chocolat de Cyril Lignac. Voilà, toujours associer sa marque et son expertise, mais aussi, par exemple, être cité par des guides. Si on reprend l'exemple de la mousse au chocolat, les meilleurs guides de la mousse au chocolat de Paris, de Télérama ou autres, qui, entre guillemets, vont vous aider. Donc, c'est ces deux sujets qui vont être pour moi les plus. Et il y a peut-être aussi un air d'objectif qui est plutôt sur l'autorité, entre guillemets. On en a parlé beaucoup, qui étaient ce qu'on appelle les signaux de l'EEAT, donc l'expérience, l'expertise et autres, qui sont aujourd'hui des qualités de positionnement. C'est plutôt être positionné non pas en ranking, mais en qualité. Et c'est là où l'importance de travailler avec des experts et pas que des influenceurs, mais vos experts maison, vos experts, vos ambassadeurs et autres vont vous permettre aussi d'avoir une autorité. Par exemple, sur ce séminaire, vous avez non pas que SEMJ qui intervient entre guillemets comme expert, mais le fait de collaborer avec nous, qui sommes des experts externes, vous permet aussi de gagner en visibilité, d'autorité. Super. Sans fausse pub aucune. Très, très belle analogie, Julie. J'espère qu'on sera Voilà. bien référencé dans ChatGPT du coup. Tout à fait. Et toi, Julien, du coup, quel est ton avis sur la mesure? Ouais, pour compléter tout ça, alors complètement aligné avec tout ça, il y a quand même quelques pièges qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est que on a un phénomène d'ultra personnalisation des résultats. On avait déjà beaucoup de personnalisation des résultats lorsqu'on faisait encore que du SEO classique, on va dire. Aujourd'hui, vous allez tous avoir une manière différente de vous exprimer quand vous demandez quelque chose à un agent IA. Donc, on va tous faire un prompt un petit peu différent. Et même si on faisait exactement le même prompt, on n'aurait pas forcément exactement les mêmes réponses à un instant T. Donc, ça nous amène plutôt à penser à mesurer un taux de présence dans les sources, dans les citations, etc., plutôt qu'une mesure ponctuelle comme on pourrait le faire de manière un peu classique. Le deuxième gros piège, c'est les différences qu'il peut y avoir selon la manière dont on se sert des différents outils. La plupart des outils, ils ont une interface web à laquelle on peut se connecter sur notre navigateur et ils ont également une API. Le problème, c'est que les outils de monitoring, eux, ils n'utilisent pas forcément l'un et l'autre. Donc, méfiez-vous bien de savoir qu'est-ce qui est mesuré, parce que si vous comparez des torchons et des serviettes, ça va être un petit peu compliqué. Oui. C'est un point, en effet, où du coup, on est en train de suivre des tendances un peu plus compliquées que le SEO, en effet. Le SEO était déjà un sujet là-dessus, mais le sujet devient d'autant plus complexe avec le géo, très clairement. Et pour prolonger du coup le sujet, Julien, est-ce que tu sais nous dire comment, au final, l'analyse de log sur le serveur peut nous aider, au final, dans sa stratégie géo? Qu'est-ce qu'il faut mesurer? Comment? Pourquoi? Oui, c'est tout à fait la lignée de la question précédente. Déjà, pour moi, le premier point, c'est qu'avant même de parler de robots, on peut mesurer le trafic grâce à l'analyse de log. J'ai échangé il y a quelques temps avec différents annonceurs qui, en fait, utilisent le même outil de tracking et se sont rendus compte que leur outil de tracking n'était pas très performant, on va dire, quand il s'agit de détecter le trafic issu du GEO. Mon premier réflexe a été de leur dire, en fait, on peut se servir de vos log serveurs pour regarder ce qui se passe. Et donc, pour les dinosaures du SEO, comme je crois que j'en fais partie maintenant, ça m'a rappelé un vieil outil qu'on appelait PHP MyVisit il y a pas mal d'années. Aujourd'hui, c'est devenu Matomo. Mais dans les premières versions du coup de cet outil-là, on se servait des log serveurs pour mesurer le trafic en analysant le référeur dans les logs. C'est assez intéressant parce que ça nous permet de comparer du coup cette source-là qui est censée être très très fiable avec ce qu'il peut y avoir dans d'autres outils de tracking.
la problématique qu'on peut avoir, c'est que on va juste regarder le nombril, entre guillemets, ou en tout cas regarder simplement son propre trafic. Du coup, j'en profite pour citer un site qui peut être assez utile pour vous comparer un petit peu au marché, on va dire globalement. Il y a un outil qu'on connaît bien en SEO qui s'appelle Ahrefs, qui propose sur ChatGPT vs google.com des données sur leur analyse du trafic issu du GEO versus le SEO sur un panel de sites relativement important qui suivent grâce à leur propre outil. Donc voilà, ça peut vous donner aussi des tendances pour regarder si vous correspondez ou pas à la norme de votre marché. C'est pas très franco-français, c'est plutôt international, mais ça peut quand même aider pas mal. Et puis pour revenir à la question initiale, on a passé 2 slides au lieu d'une. La question sur les robots, elle est aussi très, très intéressante. On a parlé par exemple tout à l'heure de Query Fanout. Il y a également toute une série de requêtes qui peuvent être effectuées par des robots de tous ces différents acteurs pour venir visiter des pages sur notre site. C'est assez classique pour les gens qui ont l'habitude du SEO technique d'aller analyser les logs pour regarder ce que fait Googlebot sur un site. Là, c'est exactement la même chose, mais avec d'autres robots, tout simplement. Et donc, on va pouvoir tenter de détecter des sessions de recherche, des requêtes qui sont envoyées sur des pages assez similaires à quelques secondes d'intervalle, en général, vont correspondre à une même action côté utilisateur. On va aussi pouvoir regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant, on va dire, pour les utilisateurs de ces outils-là, en termes de thématiques, en termes de catégories, en termes de pages principales du site, etc. Et puis, du coup, ça va pouvoir nous permettre de regarder si on a les bonnes réponses, on va dire, par rapport à ce qu'on peut deviner comme étant les usages de nos internautes sur le site. Le trafic des bots est de plus en plus le trafic de demain. C'est ça aussi qu'on peut retenir. Et nous allons conclure par une question existentielle, probablement d'ailleurs la plus importante, je pense, à se poser, qui est comment on mesure le ROI des actions en géo, comment on justifie le ROI des actions géo pour convaincre les différentes parties prenantes. Parce que peut y avoir plusieurs schémas. Il peut y avoir la direction qui dit « Ah tiens, c'est super important qu'on soit visible en géo, arrêtez tout le reste, etc. » Tout comme ça peut être l'équipe opérationnelle qui pousse le géo vers la direction. Et donc, cette partie-là est forcément essentielle. Julie, quels seraient tes conseils sur le sujet ? Alors, moi, le conseil, c'est que j'aimerais déjà que le ROI de tous les contenus globalement soit si facile à faire. On s'aperçoit que c'est quand même pas du tout le cas. C'est une question aujourd'hui, c'est comment mesurer les contenus. Et quand on commence déjà à se poser ces questions, c'est quel type de contenu, comment on mesure quoi aussi, que ce soit en SEO, en VSEO, qu'est-ce qu'on va chercher en réalité par rapport à ça. Donc, je crois pas je pense que la démarche est super, mais je ne crois pas qu'il y ait un ROI spécifique aujourd'hui par rapport au GEO. En fait, il faut travailler SEO et GEO en général. Donc, moi, je vous conseillerais, de toute façon, il y a pas mal d'outils aussi gratuits pour commencer à voir ça. L'idée, c'est de comprendre tout simplement d'où vient la source en fait de votre audience et savoir si cette source transforme et convertit au final. Donc voilà, après, ça mériterait, je pense que je n'ai pas du tout assez de temps pour vous faire un sujet là-dedans, donc je vous invite à retravailler en plus, en particulier par rapport à vos vrais objectifs. C'est-à-dire qu'on soit un retailer ou qu'on soit une marque plutôt de service, les ROI ne vont pas du tout être les mêmes. Donc voilà, l'idée, c'est de voir effectivement si votre audience baisse et donc votre panier moyen baisse aujourd'hui, comment on le calcule et reprendre justement en fait l'intérêt et la façon d'optimiser le ROI. Après, le justifier ou le mesurer, je pense que de toute façon, quand on commence à avoir des pertes dans une société, on justifie très vite et on mesure très vite ce qu'il faut. Voilà, je vous passe. Donc, je n'ai pas la formule magique à vous donner là-dessus. Je l'aurai dans un autre entretien parce que là, on n'a vraiment pas le temps.
Mais l'idée, c'est que ne pas séparer, en tout cas, spécifiquement le géo, à mon avis. Ok. Et ton côté, Julien? Oui, bah, j'abonde dans ce sens-là. Aujourd'hui, je pense qu'on peut très facilement imaginer des parcours de navigation du style je cherche une information sur ChatGPT. ChatGPT me parle d'une marque dans sa réponse. Je vais copier le nom de la marque, le coller dans Google et aller faire une visite marque sur ce site-là via du SEO ou du Google Ads. Je vais fermer mon navigateur et revenir peut-être quelques jours après, être soumis à une pub en display, cliquer sur la pub, me retrouver sur le site et convertir. Je vais avoir utilisé 3 ou 4 canaux différents et du coup, il va falloir bien réfléchir à quel modèle d'attribution on met en face de ça pour savoir qui a contribué à quoi, sachant que il y a des choses qu'on n'est pas capable vraiment de mesurer. Moi, ça m'amène du coup à penser qu'on a vraiment besoin de travailler de manière très conjointe entre tous les canaux d'acquisition. C'est des choses qu'on n'est pas forcément très très fort pour faire historiquement, mais on parle souvent de créer de la synergie entre le paid et l'organique. Il est temps de vraiment s'y mettre et de travailler main dans la main et de partager également les réussites comme les échecs. Parce que si on se met à l'échelle d'une entreprise, finalement, peu importe que ce soit le paid ou l'organique qui ait ramené la conversion finale à partir du moment où on a du chiffre d'affaires qui rentre et des revenus en face également. Et puis le dernier point qui me paraît vraiment très très important, c'est aussi de garder en tête qu'avec cette montée en puissance des agents IA, j'en parlais un petit peu plus tôt dans le webinaire, mais on va avoir de plus en plus des conversions qui vont même pas passer par le site avec du e-commerce en direct dans les résultats de OpenAI ou de Gemini. J'ai même plus besoin de passer sur votre site pour remplir ma carte bleue, mon adresse. Ça va être fait directement sans tout ça. Donc aussi peut-être réfléchir à nos manières de traquer tout ça. Ça pose beaucoup de questions, peut-être même plus de questions que de réponses finalement dans cette slide, mais voilà, c'est vraiment les gros enjeux également pour 2026 et les années suivantes. Ouais, c'est d'excellents points. Et pour rebondir du coup sur le sujet, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, voire impossible en fait, de mesurer le ROI du géo. C'était déjà difficile avec d'autres canaux, avec les modèles d'attribution. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de données de volumétrie, par exemple de volume d'impression dans ChatGPT. Alors, ça pourra peut-être évoluer avec l'arrivée des ads dans ChatGPT, mais toujours est-il, aujourd'hui, on est à l'aveugle. Et comme tu disais, Julien, si je vois une marque dans une réponse au ChatGPT, la marque, je vais la stocker dans mon cerveau et au moment de faire mon achat, je vais peut-être taper cette marque directement dans un autre onglet sur Google ou directement l'adresse du site. Mais du coup, l'attribution ne sera pas à ChatGPT. Et je le vois dans la sphère des professionnels, il reste un certain nombre de professionnels qui se disent je mesure l'importance du géo à travers le fait que le géo aujourd'hui, ça porte que entre 1 à 2% de trafic. Mais là, on se trompe totalement de raisonnement, puisque le géo, en fait, on ne traque pas le trafic, ou une toute petite partie infime. Donc, je pense que l'essentiel à avoir en tête en termes de statistiques, c'est de se dire on a quasiment la moitié de la population qui utilise ces outils IA régulièrement aujourd'hui. 44% des Français. Et c'est ça le sujet. C'est est-ce que mon audience utilise dans son parcours d'achat des outils IA? Et je rappelle, moi j'aime bien dire, dans un parcours d'achat, il y a 90% du temps qui est passé sur la recherche d'informations, 10% sur l'achat. Et donc, est-ce que je suis visible à chacune des étapes du parcours d'achat? Et donc, au final, est-ce que ChatGPT, par exemple, ou iMod, iOverview ou Gemini sont utilisés dans ces étapes de parcours d'achat? A priori, il y a des grandes chances que oui. Et après, si on regarde dans le futur, 3 ans, 5 ans, 10 ans, voilà, il y a un virage qui est amorcé. Ce que fait aujourd'hui un ChatGPT ou un Google iMod, c'est faire gagner du temps à l'utilisateur en lançant à sa place plusieurs recherches. Et l'utilisateur n'a plus besoin de cliquer pour s'imaginer sa réponse.
c'est le LLM qui va consulter plusieurs contenus pour produire la réponse quasiment instantanément. Donc, c'est de l'UX. Hein. L'humain, voilà, il est un peu fainéant, il ne veut plus trop cliquer. Et donc, a priori, sur les prochaines années, de plus en plus, on sera sur cet aspect conversationnel instantané et moins sur le côté je clique sur des liens pour charger des pages et les lire manuellement, humainement. Donc ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Le virage est amorcé. Et à la fin de la fin, une manière aussi de se poser, de décider en fait sur l'importance du géo, c'est OK, quand un utilisateur tape un prompt très important pour mon business, par exemple, quelle est la meilleure assurance auto sur Lyon, qui est visible? Est-ce que ce sont mes concurrents qui sont visibles? Est-ce que je ne suis pas visible? Et au final, si je ne suis pas visible, eh bien, ça me coûte combien en termes de business d'être invisible et de laisser ces parts de marché à mes concurrents? Donc voilà, c'est vraiment important de se poser toutes ces questions avec cette contrainte de aujourd'hui, on n'a pas trop de mesures et de volumétrie. Donc, c'est un peu comme les pubs dans les abribus, hein, on ne mesure pas trop l'impact, mais elles ont un impact. On va conclure après toutes ces questions. De votre côté, Julie, Julien, ça serait quoi le dernier conseil à partager de votre part pour une bonne année 2026? Eh bien, pour moi, le bon dernier conseil, c'est surtout ne pas isoler, ne faire que travailler le SEO et le GEO seul cette année, parce que ça ne sera pas comme ça que ça fonctionnera. Il faut travailler tout en même temps, c'est-à-dire les enjeux SEO, GEO, renouer aussi beaucoup plus les enjeux de awareness, voilà, et les enjeux de métriques. C'est ainsi, en fait, qu'on gagnera un peu la bataille du content avec une redéfinition aussi de reconnecter beaucoup plus les enjeux du contenu à des choses très simples, c'est-à-dire travailler avec le parcours client, et ça sera déjà énorme. Super, merci. Et toi, Julien? Oui, alors je vais remettre une pièce, on va dire, sur ce côté. Il faut penser acquisition au global et pas considérer son canal indépendamment du reste. Essayons vraiment de travailler main dans la main avec nos collègues, nos confrères, notamment parce que, comme tu l'as dit il y a quelques minutes, Nicolas, il y a du trafic, on va dire, autour de notre marque qu'on ne va même pas être capable de mesurer. Alors la bonne nouvelle, c'est que on devrait quand même avoir un peu de data qui va apparaître parce que OpenAI, par exemple, va se mettre à afficher de la pub dans ses résultats. Donc, qui dit pub dit data. Mais pour l'instant, on navigue quand même à l'aveugle, il faut se le dire. Donc voilà, essayons de travailler main dans la main parce qu'on est tous aussi aveugles les uns que les autres, qu'on fasse de l'organique, du paid ou autre chose. On est dans le même bateau. Super, top. Et donc, pour conclure de mon côté, si j'ai un conseil à donner, c'est vrai que là, il y a beaucoup de changements au final. Et sur la partie pure SEO, on passe de gérer une seule plateforme qui est Google, et encore, on pouvait gérer d'autres moteurs, à tout d'un coup, avec le Géo, il faut être visible dans plein de plateformes, ChatGPT, iMode, Gemini, etc., Perplexity. Et donc là, tout d'un coup, ça fait un peu un raz-de-marée de « oui, mais où être visible et comment l'être ?» Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de se concentrer sur, j'en parlais tout à l'heure, mais le parcours d'achat de votre profil client idéal. Il a quel âge, c'est quel type de persona, il se pose quoi comme question, est-ce que ces questions, du coup, il se les pose plutôt sur ChatGPT ou sur Google ou sur les deux, et c'est peut-être les deux en général. Et puis, c'est intéressant aussi, du coup, de poser la question directement à vos nouveaux clients, comment vous nous avez découvert. C'est une manière aussi de mesurer, je dirais, l'impact du géo. Mais toujours est-il, intéressez-vous à ces nouveaux parcours d'achat qui sont redessinés pour savoir où être visible. Et après, fixez-vous l'objectif tout simplement d'être visible à chacune de ces étapes. C'est ça l'enjeu en termes de visibilité. Voilà. Merci à tous pour ce webinaire. J'espère que vous aurez appris plein de belles choses pour démarrer cette année 2026. Un gros merci à vous deux, Julie, Julien, Merci à pour toi, vos conseils. Merci beaucoup. oui, Julien, et merci à tous d'avoir Alors, suivi jusqu'au bout.
Je vois, et oui, merci à tous pour votre attention. Je vois dans le chat qu'il y a de nombreuses questions. On ne saura pas répondre à toutes. Je vais en sélectionner 2, 3. Sachez que je vous invite à aller contacter Julie et Julien directement sur LinkedIn et moi-même, si besoin, pour répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas. Et là, je vais sélectionner quelques questions qui ont beaucoup de votes. Je vois qu'il y a une question sur le nom de l'extension Chrome qui permet d'extraire le query fanout GPT. Donc, le nom de cette extension, Je c'est… pense que le plus simple, c'est peut-être qu'on mette le lien dans Oui, les on va mettre le commentaires. lien, mais en gros, le nom, c'est ChatGPT Search and Fanout Capture. Voilà. Par l'agence Réseau Néo. Bon, vous tapez ChatGPT Search Fanout. Ouais. Voilà. Après, il nous faudra un petit tuto pour bien savoir l'utiliser. Ouais, plutôt simple, plutôt simple. Ouais. Mais en effet, c'est un peu technique, on ne va pas se mentir. Là, on a une question, je pense, pour toi, Julien. Enfin, on peut être plusieurs à donner un avis. D'un côté, il y a des outils analytiques comme Matomo ou Google Analytics qui permettent de l'analyse, notamment de trafic et pas que. Et là, la question, c'est de Anis. Qu'est-ce que vous pensez des outils historiques comme SEMrush ou Ahrefs d'ailleurs sur toute la partie monitoring, visibilité IA? Ouais, on n'a pas cité d'outils de monitoring parce que déjà, il y en a beaucoup. Ils évoluent souvent assez vite et c'est honnêtement difficile de s'y retrouver. Moi, j'ai pas forcément d'avis en particulier Okay. sur SEMrush qui est cité là dans la question. Je pense que j'irai en 2 étapes. D'abord, s'assurer que l'outil qu'on cible, il a le bon comportement par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'on mesure un taux de présence plutôt que juste un relevé très ponctuel sur un volume très faible de prompts? Et puis, est-ce qu'on s'intéresse à l'API, à l'interface ou aux 2? Ça peut également être un critère. Mais surtout, la deuxième étape, c'est de se dire qu'une fois qu'on a validé ces différents critères, il y a un moment où il faut quand même faire un choix et avancer. Il y aura forcément toujours un nouvel outil qui va sortir avec des nouvelles fonctionnalités, et cetera. Est-ce que ça vaut pour autant le coup de passer son temps à tester des nouveaux outils? Personnellement, j'en suis pas convaincu. Et donc, peut-être pour compléter, je pense que l'analogie aujourd'hui en géo, en SEO, on est habitué à avoir un Google Analytics d'un côté, puis un suivi de position de l'autre, qui est un autre outil en général. Bon, pour le géo, c'est à peu près pareil. On a toujours notre analytique d'un côté et du coup, le suivi de visibilité dans les prompts de l'autre. Et en effet, comme disait Julien, SEMrush, Ahrefs, l'avantage, c'est que c'est inclus potentiellement de manière financièrement intéressante dans le plan, tout comme vous avez des outils spécifiques comme Profound, qui est plutôt premium, et PKI, qui est plutôt, on va dire, accessible, un peu plus accessible en termes de prix. OK. Ensuite, on a une question sur, on parlait de mesurer le trafic des bots IA, le passage des bots IA ChatGPT, par exemple. Quels sont les noms de ces bots qu'il faut mesurer dans les logs? Alors, je vais avouer que je les connais pas tous par cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'on parle ici de robots qui sont des gentils robots, on va dire, donc qui montrent facilement patte blanche. Et donc, c'est assez facile de faire une petite requête Google, par exemple, user agent plus le nom de l'acteur qui nous intéresse, donc user agent OpenAI, par exemple. Vous allez tomber sur une page du site officiel d'OpenAI qui va vous lister les différents user agents qu'ils utilisent et surtout quels sont les usages associés à ces user agents. Ça existe également pour Google, d'ailleurs. Vous pourrez voir qu'on parle beaucoup de Googlebot, mais en réalité, des Googlebots, il y en a plein de sortes différentes et chacun a un usage bien particulier. Ce qui permet également, dans les analyses qu'on va faire, de rentrer un peu dans les détails, de se dire, tiens, ces requêtes-là, elles sont liées à une action de l'utilisateur. Ces requêtes-là, à peut-être la construction d'un index ou l'entraînement d'un nouveau modèle, etc. Et donc, oui, vous pouvez taper dans Google tout simplement OpenAI Crawler, où vous trouverez la liste. Il y en a 3 en général pour les différents LLM. Vous avez un bot de recherche web qui lance des recherches. Vous avez un bot
qui a tendance plutôt à user, donc à consulter des URL, analyser le contenu, cliquer dedans potentiellement. Et après, vous avez un troisième bot qui est l'entraînement de la data pour former les datasets d'entraînement. Ouais, si je peux me permettre un dernier petit point par rapport à ça, c'est toujours assez facile finalement de se faire passer pour un robot en modifiant soi-même son user agent. Donc profitez-en également pour regarder quelles sont les méthodes de validation de ces robots qui sont proposés encore une fois de manière très publique par tous ces acteurs-là. Un exemple très bête, Google nous fournit la liste exacte de toutes les adresses IP qu'ils utilisent pour venir crawler nos sites. Donc, si on détecte une visite de quelqu'un qui s'appelle Googlebot, mais qui ne fait pas partie de cette liste-là, on sait que c'est un faux Google, et donc on est capable de l'exclure des analyses. Mais voilà, faites attention à ça également parce que c'est un des gros pièges de l'analyse de log. Et dernière question, en plus ça reste un peu dans la même famille des questions. Quel outil recommander justement pour analyser le passage des bots IA? Alors là aussi, je ne vais pas forcément en avoir un en particulier à proposer. On a la chance en France d'être très très bien équipé, on va dire, en termes d'analyse de log, parce que c'est historiquement un petit peu en France qu'on a analysé les logs pour le SEO en premier. Donc on peut penser aux acteurs historiques comme Botify ou OnCrawl. Je suis honnêtement pas capable de vous dire si un outil comme SEOlizer propose aujourd'hui de l'analyse de logs spécifique pour ces nouveaux robots, mais j'en serais absolument pas étonné. Et puis après, on a plein d'autres outils d'analyse de logs plus techniques, on va dire, qui sont présents sur le marché. Je pense à des Neuralink, des Datadog, etc. C'est probablement un peu moins facile à prendre en main, mais gardez en tête que les logs, c'est tout simplement des fichiers CSV. Hein. Donc, selon les volumes, vous pouvez peut-être même vous servir de votre tableur pour les analyser. Ce ne sera pas forcément évident, mais c'est gratuit. Ok, super. Allez, je sélectionne une toute dernière question. Donc là, plutôt pour toi, Julie, dans la création de contenu, selon toi, est-ce qu'il y a des formats spécifiques qui vont aider à apparaître, à être visibles en géo, par exemple, dans ChatGPT? Tout à fait. De toute façon, il va falloir restructurer un peu les pages, donc avec toutes les features snippets, des résumés de pages, des bullet points, des questions, les questions d'intention, évidemment. Donc, effectivement, pas uniquement décrire ce qu'on va, mais décrire pourquoi on utiliserait ça, quel maillage potentiel là-dedans, l'UGC aussi, très important, donc le traitement de l'UGC. Donc, tous ces formats et aussi la vidéo. Hein, n'oublions pas qu'ils peuvent être aussi des formats qui vont, c'est sûr, entre guillemets, remonter par rapport à tout ça. Donc, les formats importants, voilà, travailler son organique, évidemment, pousser pour éviter les baisses et autres, tous les formats de type newsletter aussi, tout ce qui est intéressant. Donc voilà un petit peu les formats dont on peut parler et surtout les modifications, les optimisations à la marge qui vont être des blocs. On va travailler beaucoup par bloc. Les pages produits étaient déjà assez référentes en termes de structuration. Et je pense qu'on va devoir s'appliquer cette même difficulté, entre guillemets, de structuration des pages de la même façon que les pages produits ont fait depuis des années. Voilà. Merci Julie. Un merci à vous deux, Julien, Julie, pour tous vos conseils. Et on vous souhaite à tous de bien lancer votre année 2026. Et puis, on se retrouve dans quelques semaines pour un futur webinaire CMJ. Merci à tous. Bientôt. Merci, à bientôt.